Un nouveau jour se lève pour le backpacker. Nouveau jour synonyme de même rituel pour ce voyageur des temps modernes, épris d'un besoin d'aventure dans des contrées inconnues. Un nouveau jour ponctué de surprises, d'émotions, de galères, de rencontres, mais surtout, une expérience unique en son genre. Le backpacker, ou plus communément routard, est directement lié aux notions de découverte et d'expérience. Dans son chef-d'œuvre L'Invitation au voyage, Baudelaire, cette grande plume qui a maintes fois pensé le voyage et son but, ne cesse de nous inviter à aller vivre ailleurs, là où tout n'est qu'ordre et beauté, luxe, calme et volupté. Il nous dit tout l'essentiel d'aller vivre là-bas, pour y trouver ce qu'on ne saurait trouver ici. Partir léger. Génération en quête de reconnexion avec la nature. Se retrouver soi-même pour revenir un peu meilleur, ou encore recherche de sensations fortes pour surmonter ses peurs et ses angoisses. Tous les moyens sont bons pour satisfaire ses envies d'ailleurs. Et pour atteindre ses buts, quoi d'autre que la nature sauvage, ce retour aux sources, aux choses simples. Un essentiel permettant à chacun de trouver ce qu'il recherche. S'accomplir dans une heureuse sérénité, ou un éventuel coup de foudre pour un paysage, une culture, une population. Et c'est en Nouvelle-Zélande qu'ils ont choisi de satisfaire leurs besoins d'évasion. Terre ancestrale du rugby, du fameux kiwi, de la fougère argentée, de ces moutons présents par millions, ou encore des surfeurs affrontant vagues et marées. La Nouvelle-Zélande, c'est avant tout le repère d'une nature voluptueuse, qui satisfait et impressionne tant dans son immensité que sa diversité. Montagnes géantes, forêts luxuriantes, lacs et rivières à perte de vue, glaciers, plages paradisiaques naturelles, une faune atypique, en passant par l'ancrage volcanique du pays. Ce sont sur ces terres, ces paysages extraordinaires que nos aventuriers ont choisi de poser le pied, dans une immersion dépendante de la mobilité qu'ils ont adoptée. Noémie et Pierre-Olivier, autostoppeurs munis de leur sac à dos. Reine, Iris ou Lucas, accompagnés de leur fidèle compagnon, la voiture van. Ou encore Jérémy, sillonnant les paysages sur son deux roues à coups de pédale. Tous les moyens sont bons pour ces individus de Français d'ailleurs et de tout âge qui ont choisi de se livrer à nous et confronter leurs propres expériences pour attiser notre curiosité et réflexion. Ils sont les protagonistes de la Nouvelle-Zélande, le phénomène des backpackers en pleine nature. Ces dernières années, la Nouvelle-Zélande a vu le nombre de backpackers s'accroître sur son sol. Selon les derniers chiffres du ministère de l'Immigration kiwi, plus de 10 000 Français ont obtenu le visa vacances-travail du pays sur la saison 2016-2017, ce qui représente une augmentation significative de 6,7% de visas accordés par rapport à l'exercice précédent. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. En l'espace de 5 saisons, le nombre de Français ayant obtenu le Working Holiday Visa en Nouvelle-Zélande a quasiment triplé. Même constat pour le nombre de touristes internationaux, qui a atteint les 3,5 millions en 2016, soit une augmentation de 40% ces 5 dernières années. Le pays des Kiwis a plus que jamais le vent en poupe, notamment aux yeux de ces backpackers venus du monde entier pour partir vivre une expérience unique à la découverte du territoire, sa nature luxuriante et ses paysages atypiques. Un phénomène en plein essor, qui se diversifie à travers les différentes mobilités envisageables et l'impact que cela suggère dans l'exploration de cette nature. Liberté, confort, immersion dans la nature. Autant de critères qui se confrontent autour du choix de la mobilité pour partir à la rencontre de ces paysages. Pourquoi la Nouvelle-Zélande est
pas un autre pays. Je dirais que on fait tous partie, je pense, de la génération Seigneur des Anneaux, qu'on est attiré par un peu ce qu'on appelle le wilderness, comme les Américains l'expliquent, c'est l'état sauvage par nature, d'une nature qu'on pense absolument préservée de toute trace humaine, une nature qui paraît qui plus est encore plus loin et le plus loin possible qu'on peut faire sur la planète, donc qui paraît dans un sens inaccessible. Donc on a envie d'aller vers les endroits qui sont les plus inaccessibles de ce point de vue-là. Pourquoi aussi? Parce que c'est un pays du coup, c'est des paysages qui vont être un petit peu intrigants, c'est des paysages qui vont pousser à la réflexion, pousser à, disons, à la pensée aussi un peu introspective, parce que c'est le vide, c'est le silence, c'est des nuages, des tempêtes, des montagnes, c'est les éléments dans dans tout ce qu'ils ont de plus spectaculaire aussi parfois. Donc tout ça donne une espèce de melting pot qui, pour un voyage personnel ou à deux, hein, mais on peut faire quelque chose de personnel et en même temps partager quelque chose avec quelqu'un, m'a paru comme le plus naturel. Before I came to the landscape, I saw, okay, it's amazing, I heard the good stories, but I don't know. When I came here, yes, the landscape was amazing, really the best I saw in my whole life. If you come for the nature and to see all of this, it's worth it and it's incredible. In the beginning, I bought not Joy, not this beautiful van. I was with another friend. We decided we want easier to go from a place to a place with a van. And we did it, and then we decided to split. And after we decided to split, I was thinking for myself, maybe I'll hitchhike. But in the end, I said to myself, okay, I have no power sometimes to go from a place to a place with hitchhiking for waiting. And I don't have good things to sleep outside and not in the car. Like a good tent or stuff like this, it's to buy. And I didn't have it, and I didn't want to buy it only for this. And in the end, I bought it, and I feel more comfortable to go from a place to a place to do what I want. It's easy to go everywhere and do whatever you want. Au niveau des paysages, je pense que je m'en faisais une espèce de fantasme de la Nouvelle-Zélande. Ces espèces de montagnes immenses, ces routes avec une seule route à perte de vue entourée de montagnes, des lacs partout, enfin voilà, un peu évidemment le Seigneur des Anneaux, le Hobbit, etc. Je pense que c'est vraiment les paysages qui m'attiraient. J'ai choisi le van pour partir sur la Nouvelle-Zélande. C'est un choix qui a été fait en amont. Mais finalement, en arrivant, je ne l'avais toujours pas acheté, donc j'aurais complètement pu changer d'avis. Et donc je me suis retrouvée à faire du stop. Ça a été super chiant. Le problème, c'est long, c'est un peu pénible, dans le sens où il y a une voiture qui nous prend. Forcément, ils n'ont pas que ça à faire de nous emmener à 600 km. Donc il y a une première voiture qui m'a prise en stop, une seconde, puis une troisième. Et puis après, je me suis retrouvée à un point paumé. C'était à Saint-Arnaud, je me souviens. Je me souviendrai de celle-là. Donc j'étais bien contente de pouvoir acheter mon van en arrivant. Si j'ai choisi un van aussi pour voyager en Nouvelle-Zélande, et ce qui est génial, c'est vraiment l'autonomie et le fait de ne pas avoir à décider de son planning. C'est-à-dire que le matin, on peut partir faire une balade, laisser garer le van quelque part, puis revenir assez tard le soir sans se soucier de où est-ce qu'on va dormir, est-ce que ça va être compliqué ou pas. Il faut savoir qu'en Nouvelle-Zélande, il y a des campsites absolument partout, qui soient gratuits ou pas très chers. Et donc ça pose aucun problème, on n'a vraiment jamais besoin de réfléchir pour ça. On n'a pas vraiment besoin d'organiser son temps, parce que généralement, par exemple, contrairement aux hostels ou aux endroits où les hôtels, les auberges, etc., il y a généralement, ça arrive, mais généralement pas d'horaire, par exemple, pour partir du campement, du campsite. Et donc ça c'est bien, parce que déjà le matin, on n'a pas besoin de se presser, on n'a pas besoin de réfléchir, complètement libre à ce niveau-là. Il n'y a pas d'horaire d'arrivée, donc on peut arriver n'importe quand. Et comme je le disais tout à l'heure, comme il y a toujours un endroit où je pourrais dormir, on n'a pas besoin non plus de devoir réfléchir la veille ou l'avant-veille. Il faut que j'aille là à tel moment, puis il faut que je m'organise pour rejoindre tel point. Non, si j'aime bien un endroit et que j'ai envie de dormir 2 nuits plutôt que 3, je dormirai 2 nuits. Puis après le lendemain, si je trouve, j'ai envie de partir parce que
j'en aurais marre d'être là. C'est vraiment hyper libre et ça, je pense que c'est aussi un bel avantage du van. À la différence d'autres pays, c'est que tout est beau de partout, c'est assez splendide. Et voilà, mon but c'est juste découvrir un pays que je ne connais pas, une culture que je ne connais pas, et partager un maximum d'expériences avec les gens qui peuvent potentiellement m'entourer au sein de la Nouvelle-Zélande. Pourquoi avoir choisi le stop, le hitchhiking en Nouvelle-Zélande? Ce que je me suis dit, c'est que je veux regagner complètement ma liberté. Et l'objectif premier, c'est de pouvoir dire je vais aller d'un point A à un point B et puis je vais essayer de me débrouiller pour essayer d'y accéder avec le temps qui m'est imparti. Et puis l'intérêt du stop, c'est que souvent les personnes, alors sauf quand je suis avec des kiwis, mais lorsque je suis avec des touristes, ça doit représenter à peu près 60% des personnes qui me prennent, les touristes. L'intérêt, c'est qu'ils s'arrêtent en fait sur les lookouts, sur tous les points de vue. Donc finalement, je fais mon voyage aussi avec eux et on s'arrête sur des endroits pour découvrir justement ces fameux paysages qui sont assez sublimes. Le stop, ça peut en effet être un frein. Je dirais peut-être pas un frein, mais il y a une certaine limite finalement à l'autostop. C'est qu'on n'est pas sûr de pouvoir aller où on veut quand on veut. Quand on fait de l'autostop seul, c'est plutôt simple finalement, les gens s'arrêtent facilement. Lorsqu'on est deux, c'est beaucoup plus complexe. Ou du moins ça nécessite plus de temps. Donc en effet, parfois lorsqu'on essaie d'organiser quelque chose, on sait, mon organisation c'est celle-ci, c'est que lorsque je pars sur de l'autostop, je sais que ma journée ça sera de l'autostop, donc je pourrais difficilement organiser un trek, même si je peux le faire si en effet ça fonctionne bien, ou faire d'autres moyens. Mon objectif c'est vraiment de faire de l'autostop et de me dire cette journée c'est de l'autostop, et je me focalise dessus parce qu'on peut attendre parfois 3 minutes comme c'était hier, mais ça peut être 2h30 comme ce matin. La découverte des paysages en Nouvelle-Zélande en stop, c'est assez différent parce que en fait, le fait de faire du stop, tu es obligé de prévoir ton trajet constamment et tu peux pas prendre le risque de te retrouver entre guillemets au milieu de nulle part avec le risque de ne plus pouvoir repartir. Et du coup, c'est vrai que c'était un peu compliqué parce qu'il fallait quand même que je me mette toujours sur des grands axes pour pouvoir faire du stop, que je parte tôt le matin parce que la plupart des gens voyagent le matin, ou si je voulais faire des grandes distances, j'étais obligée de partir le matin, sinon à partir d'une certaine heure, je savais que je n'atteindrais pas mon objectif dans la journée. Donc du coup, c'est vrai qu'il y a des endroits que j'aurais aimé visiter, qui étaient isolés et pour lesquels j'ai pas trop pu visiter justement à cause de cette contrainte du stop. Et c'est vrai qu'il y a toujours cette peur de se dire je suis au milieu de nulle part et s'il y a personne qui fait le trajet retour, je fais quoi? Et donc c'est vraiment il y a des petites grottes où j'ai pas pu aller voir parce que c'était trop isolé. En plus c'est l'hiver, donc il y a moins de touristes, donc moins de gens qui y vont. Ouais, ça m'a du coup bloqué pas mal. Il est maintenant nécessaire de s'arrêter quelques instants sur le profil qui va suivre. Car s'il y a une personne légitime pour parler du voyage et de la découverte des paysages à coups de pédale, c'est bien lui, Jérémy. À l'âge de 4 ans, en raison d'une anomalie cardiaque à la naissance, ce dernier subit une opération à cœur ouvert. Les médecins étaient incertains des chances de survie. 34 ans plus tard, en octobre 2011, Jérémy entreprend son épique tour de vélo en solitaire à travers le globe, en partant de Londres pour rejoindre Auckland, en Nouvelle-Zélande. Ce voyage de plus de 51 000 km à travers 29 pays différents lui prend 2 ans, 7 mois et 20 jours, avec comme seul moyen de transport son vélo. Un parcours hors du commun qu'il a choisi de prolonger aujourd'hui dans son pays natal. For me, up until I started cycling around New Zealand, I hadn't
really explored a huge amount of the country. And like most people, you're more interested in seeing what's overseas than travelling where you're from. So I wanted to go to live in London, and I lived over there for 10 years, travelled a lot there. So coming back and finally having the opportunity to arrive and think, right, now I'm travelling home. Just an amazing feeling to think, I'm finally going to do my own country. And as it's turned out, probably the most beautiful place I have been for the variety. As a package, New Zealand is a pretty hard place to be. And just that feel, for me, a beautiful feeling to think, this is me, this is where I'm from. And yeah, that gave me a warm feeling. So yeah, my travel around New Zealand, a couple of years ago, I spent about nearly 3 or 4 months cycling around New Zealand. So basically flew into Christchurch, started to make my way south through Tekapo, Mount Cook, Catlins, Invercargill, then cycled up north. So I cycled about 5,000 kilometres on the way from Christchurch and around up to Auckland. And that was probably the biggest trip that I've done around New Zealand. I decided to ride around New Zealand on a bike, and yeah, I love it. The places you can go, which you cannot get into in a car, and it does give you a lot of options being able to travel on a bike. Yeah, I think there is a lot of freedom that does come from a bike through travelling on a bicycle. It's just you go wherever you want. You see dirt tracks, off you go, and you see a little path following a river, you can follow that. So where with the van or the car, you're limited to basically a half reasonable road. And so yeah, there's a lot more freedom you do have. You have to go sort of backcountry, find tracks, find nice places to camp, which you couldn't do through having a four-wheel vehicle. Like just recently, just down in Queenstown, and it's just this busy little hub, but with just a little bit of effort, you can find huts where there's no people, and it's not far away from these big touristy areas. So when you've got your own transport and the ability to move around by yourself, you can find a lot of quiet places just outside of those big tourist centres. Mm-hmm. And I think people who are stuck to travelling on buses or things like that, they just go from tourist location to tourist, and that's what they think the country is about. I know a guy that was traveling by bike, and he was like all the time driving in places that we won't never go there, and it's different. But I think with a van you can do it faster and go to more places because it's easier, and that's the freedom with the van, just to choose what in the moment you want what you want to do. Dans cette quête de liberté, le van semble présenter un certain avantage spatial. Pouvant se rendre facilement presque n'importe où, très rapidement et sans aucune dépendance extérieure, il incarne presque un idéal. Mais nos aventureux voyageurs révèlent également quelque chose d'essentiel et commun à tous, venant nuancer cette idée. You just drive here in New Zealand and it's everywhere, beautiful landscape and amazing views and amazing everywhere. You just drive and all the time, and everywhere is amazing, and you go up a hill and then a new landscape opens, and it's amazing. But most of the landscape you're gonna walk, you know, like go trekking and stuff like that, and then when you see most of the landscape. Mais ce qui est sûr avec le van, c'est qu'il faut pas se dire, c'est pas un moyen de transport de feignant. C'est-à-dire qu'il faut pas se dire avec mon van, je vais rester dans ma bagnole et je vais aller voir tous les bons spots, voilà, sans bouger. C'est sûr, quand on arrive au van, c'est évident, on se gare au parking et puis après on part à pied et on va faire des treks. Voilà, forcément à un moment il faut bouger, il faut sortir de son van, ça c'est sûr. Cette liberté multiple, si chère aux backpackers séjournant en terre néo-zélandaise, n'est pas le seul facteur instaurant une différence entre les mobilités choisies.
Cette condition se trouve effectivement intimement liée à la notion de confort, essentielle dans cette découverte des paysages. Les avantages du van pour la découverte de la Nouvelle-Zélande, je dirais que c'est ce qu'il y a de plus agréable parce qu'on balade sa maison, on devient quelqu'un de pleinement nomade, ce qui change complètement de notre mode de vie complètement sédentaire. Et donc la voiture en quelque sorte est ce qui permet d'être de nouveau nomade alors qu'elle est le signe complet de disons, de nos sociétés modernes. On emmène tout dedans, on a la place pour finalement tout, malgré les 3 mètres carrés qu'on peut avoir. C'est aussi ce qui est, disons, le plus agréable, parce qu'on est au chaud dans une voiture, avec tous les éléments de confort liés à sa modernité. How do I feel? Enjoy. Oh, he's my best friend, that's for sure. We've been for a long time together, and we've been for a long, difficult times also. And I just feel freedom. I just can go. I put my own music. I drive, and everything in the side is beautiful and green and amazing. And it's just amazing. I don't know, just to go with this van. That is also my home. I can drive in the front, and in the back I go to sleep. Another back I go to cook. And just have everything. We just go together to. We stop. We want lunch. We stop. We cook. I eat. Go inside. Drive. It's amazing to go to travel like this. It was a good friend for me. I remember in the west coast I've been, in the South Island. I remember I've been. Me personality, I love the sea, the ocean. And in the west coast, I remember it was the first time I went to the beach over there. And one morning I waked up, I took Joy. We stopped on the ocean, took up the back, did a breakfast on the ocean. Just I have photos of this. It was amazing. Just making a good breakfast with my car in front of the ocean. Don't need anything or anyone. It was amazing. It was. I remember it very good. Alors, des bonnes expériences en van en Nouvelle-Zélande. Pour remettre en avant la facilité, je dirais, c'est quand on débarque en van à un endroit à la tombée de la nuit ou pour un coucher de soleil, et ben on a juste à garer sa voiture et c'est quand même assez facile, contrairement aux backpackers plus classiques qui vont devoir monter leur tente et qui vont perdre un peu de temps pour découvrir un magnifique coucher de soleil, par exemple sur le lac Pukaki avec le Mount Cook, qui est le point culminant de la Nouvelle-Zélande et dont le soleil se reflète magnifiquement à la fois sur les neiges du haut du Mount Cook et sur le lac, sur les eaux du lac Pukaki dans des tons rosés absolument merveilleux. Et bien une fois que tu débarques comme ça, tu as juste à te garer, tu ouvres éventuellement la porte arrière pour voir un petit peu mieux et sentir un petit peu le vent et le calme et le silence complet qu'il y a. Et tu repartiras aussi facilement en refermant cette porte et en démarrant le moteur au petit matin avec des couleurs qui sont tout aussi enviables. Dans les bons souvenirs que j'ai avec Karl Friedrich von Zimmermann, mon destrier, notamment ça avec cette idée de la mobilité, je me baladais c'était à Coromandel, et à Coromandel il y a plein de choses à voir hyper connues, mais il y a aussi plein de petites plages et des petites criques pas forcément hyper connues parce qu'il n'y a pas rien d'extraordinaire, c'est juste une petite crique. Et j'y suis allée avec mon van pour déjeuner, donc voilà, pareil, on choisit absolument, on a besoin d'aller au restaurant pour déjeuner ou emporter son sandwich. J'ai ma cuisine dans mon van, je m'arrête, je sors mon gas cooker, ma poêle, je me suis fait des œufs, bacon, voilà, petit déj anglais improvisé. Et il y a un pêcheur qui était là à ce moment-là, qui venait de pêcher plusieurs poissons, et qui s'est arrêté et qui m'en a proposé deux énormes poissons.
et qui nous a offert comme ça. Donc c'est génial. Enfin, on se retrouve à un endroit où on ne pensait pas forcément aller parce qu'on a justement cette mobilité en van. Et on se retrouve à cuisiner un petit déj anglais dans un endroit un peu incongru au bord d'une plage. Et puis là, il y a un pêcheur qui arrive et qui nous offre de poissons. Enfin, c'est ce genre d'expérience voilà, qui rend le voyage vraiment sympa. L'avantage de la mobilité en van par rapport à la mobilité avec les deux autres modes de transport les plus récurrents dans ce pays que sont l'autostop et le vélo, c'est à la fois physique et organisationnel, je dirais. Disons que ça veut dire qu'il faut mettre juste en avant les inconvénients de ces deux modes de transport. Pour l'autostop, l'organisationnel, c'est-à-dire que tout prendra beaucoup plus de temps et on peut beaucoup moins bien planifier à partir du moment où on est dépendant des autres. Bon. Pour le vélo, il est physique. Le problème étant qu'on est dans un pays montagneux et on peut être crevé assez rapidement à force de monter et de descendre des montagnes à pic. Et d'autre part, on est complètement dépendant des intempéries. Donc l'avantage de la voiture, il est que on peut faire ce qu'on veut. On est libre comme l'air dans la limite de la taille des routes et de là où elles iront. Et on est au sec et on peut être sûr d'arriver à peu près à l'heure à laquelle on s'est dit qu'on arriverait. Ah bah c'est clair qu'au niveau du van, c'est assez riche parce que tu as un confort, tu ne dors pas sous ta tente, lorsqu'il fait 5 degrés, tu ne dors pas sur le sol avec une bâche plastique. Donc c'est vrai que ça c'est vraiment une chouette expérience. En plus tu peux te poser à peu près où tu veux et tu as une liberté qui est tout à fait énorme. Tu fais absolument quand tu veux, où tu veux. Donc c'est vrai qu'ils ont un élément qui est un peu plus favorable que le mien. Le côté fatigant du stop, pour moi, ça a été surtout d'avoir à porter mon sac à dos qui était lourd. Des fois, marcher un petit moment pour trouver le spot idéal pour pouvoir faire du stop. Et puis, c'est vrai que c'est fatigant d'être tout le temps sur la route et d'être dans cette incertitude en fait de est-ce que je vais trouver un stop ? Est-ce que je vais trouver un endroit où dormir? Est-ce que je vais pas me retrouver avec toutes les auberges pleines C'était vraiment ce côté fatigant et puis d'être vraiment sur la route tout le temps. J'ai ressenti des moments de fatigue où j'ai senti qu'il fallait que je reste une semaine dans une ville parce que là je suis tombée malade par exemple. Bon, il y avait l'hiver aussi, mais il y a eu une fois où je suis restée 5 jours à Dunedin pour me reposer parce que je sentais que là il fallait vraiment que je me repose quoi. Après il y a le côté aussi c'est bête à dire mais quand tu fais du stop, la personne elle te prend, tu payes pas et la moindre des choses c'est de discuter avec la personne, d'avoir un échange et c'est vrai qu'il y a des moments où tu es fatigué et tu n'as pas forcément envie de parler mais moi ça m'a pas dérangé mais je pense que des fois tu n'as pas trop envie de parler mais en même temps si tu fais du stop c'est la moindre des choses de parler avec la personne. Et du coup, ça peut avoir ce côté un peu fatigant d'être dans l'obligation de parler. Voilà. Pour ceux qui choisissent le vélo pour se balader, je pense que c'est des gros malades mentaux. Non, mais il faut être un peu dingue quand même, il faut être hyper sportif parce que quand je les vois, je ne pourrais pas faire ça. Mais déjà, la Nouvelle-Zélande, c'est pas un pays hyper plat. Hein. C'est-à-dire que autant faire du vélo en Belgique, ça va. Faire du vélo en Nouvelle-Zélande, il faut avoir un peu la patate. Et surtout quand on se trimballe un sac de 15 kg derrière, mais même plus, je pense que c'est comme ils se trimballent avec leur tente, c'est sûr que c'est plus lourd. Donc ce que j'ai envie de leur dire, c'est, je sais pas, passez votre permis, achetez un van. Non, ils sont bien courageux, ceux qui font du vélo. Ceux qui font du stop aussi, mais je les comprends pas. Moi, j'aurais pas pu faire ça. Comparé au vélo, alors c'est difficile à dire parce que j'ai pas voyagé en vélo et j'ai pas discuté avec des gens, mais je dirais, c'est vrai qu'il y a le confort du stop, c'est que du coup tu es en voiture. Même s'il pleut, même si tu fais du stop sous la pluie, on finit par te prendre et du coup t'es moins dépendant quand même de la météo que je pense que quelqu'un qui a fait du vélo et quand il pleut, je pense que ça doit pas être terrible quoi.
et puis du coup tu vas plus vite aussi forcément, tu atteins des destinations. Par exemple sur la côte ouest, c'est pas la côte ouest de l'île du Sud, c'est pas une côte que j'ai trop aimée. Moi j'ai trouvé que c'était pas aussi joli que tout le reste de l'île du Sud par exemple. Et j'aurais pas forcément aimé prendre du temps pour... Enfin, j'étais contente de pouvoir tracer en voiture et puis aller plus dans les endroits et rester plus dans les endroits où j'ai eu envie de rester, quoi. I think on a bike, like just what you can do, I guess the positives is with the panniers, you're able to carry, if you want, you can carry a week's worth of food, you can carry a fair bit of water, and that weight isn't on your shoulders. So I would say carrying 40 kilos on a bicycle, equivalent of maybe between 10 and 15 with the comfort and the effort you have to use. So it's much easier to carry, or it's much easier on your body to be able to carry them in the panniers, I believe. When I'm trying to organise how far I might like to go, it might depend on how much scenery there is to enjoy, how many little walks there might be along the way. So that could slow me down. Or if you're in areas that are not quite as enjoyable, I guess, you might think, well, I'll try and get through these kilometres a bit quicker, just because there's not as much to see along the way. So yeah, it does vary depending on where you are. And you've got to respect the fact that when you're in mountains, you're slower. And you've just got to just accept that when you're in hillier conditions or the roads are gravel or whatever, you're not going to cover the same distances. And it's good to be flexible and not set too many time restraints, which in the past I have done. So I think the more you slow down and just appreciate every day for what it has, what it offers, you'll get more from the journey. Alors le revers de la médaille, il y a quand même quelques inconvénients à voyager en van. Pour les plus puristes, c'est effectivement, on est dans la nature la plus totale, on voyage à travers des paysages qui sont absolument merveilleux, qui n'ont pas forcément été trop touchés par l'homme. Donc les foulées en voiture, forcément, donnent un sentiment de... je ne suis qu'un mouton parmi les moutons qui sont en Nouvelle-Zélande et je ne me suis pas trop creusé la tête pour trouver un moyen qui pourrait me pousser un peu à sortir de ma zone de confort. Donc c'est un inconvénient qui vient naturellement. D'autre part, c'est que ici, le coût de la vie est tellement important, on est sur une île et on le sent. Le coût du pétrole et le coût de l'essence est extrêmement élevé. Et la nature a un énorme prix quand tu viens en Nouvelle-Zélande parce qu'il faut mettre de l'essence dans ta voiture pour aller découvrir les paysages les plus loin et les plus reculés, ce qui peut être un peu parfois déconcertant. Un des gros points positifs forcément c'est l'économie d'argent. Parce que du coup ça m'a permis de voyager sans presque travailler, puisque du coup j'ai pas dépensé du tout d'argent dans les transports. Donc ça a été vraiment un point qui m'a permis de voyager plus longtemps et plus loin des villes, puisque j'économisais de l'argent. Il y a quelques aspects négatifs au fait de voyager en van pour la découverte des paysages, notamment, alors je n'aurais peut-être pas dit ça il y a quelques semaines, mais en fait ça vient de nous arriver. C'est-à-dire qu'il peut y avoir des pannes, parce que c'est une machine. Et contrairement, remarque, on peut se casser une jambe aussi et on peut péter son vélo. Sauf que casser une jambe, on va chez le docteur, on sait à peu près ce qui se passe. Et puis voilà. Le vélo, c'est à peu près facile à réparer. Une voiture, ça coûte tout de suite très cher. Donc si on a un pépin, sachant que c'est notre maison, notre moyen de transport, enfin tout quoi. Et en plus, je n'y connais absolument rien en voiture. Ça peut devenir un peu problématique. C'est-à-dire que depuis que j'ai acheté Carl Friedrich, il m'a quand même coûté 700 $, de réparation. Faut les prévoir, les 700 $ de réparation, et ça, on n'y pense pas forcément. Il est clair que le van, de par ses possibilités, son aménagement, véritable maison roulante en pleine nature, incarne un idéal dans cette association liberté-confort et découverte des paysages en Nouvelle-Zélande. Il se présente alors comme une mobilité accessible au plus grand nombre, dans ce qu'il y a de plus facile, notamment vis-à-vis de l'autostop ou du vélo, qui peuvent paraître aux yeux de certains plus contraignants dans l'organisation,
l'équipement et l'exposition aux intempéries, malgré un avantage économique certain. Mais ces différentes modalités du confort, variant d'une mobilité à l'autre, vont également initier une relation particulière avec la nature, modeler l'appréciation des paysages que l'on découvre pour aboutir à la construction de sa propre expérience de la Nouvelle-Zélande. La voiture, déjà, quand étant citadin, on ne va pas l'utiliser de la même manière dans des pays comme la Nouvelle-Zélande. Quand on est citadin, on est stressé, on va être poussé sur ce qu'il y a de plus près, c'est-à-dire la voiture qui est bloquée devant toi. Disons que d'un point de vue paysager, c'est pas terrible. En Nouvelle-Zélande, quand on a une voiture, eh ben on va regarder de loin. On va vraiment profiter de ce moyen de mobilité dans tout ce qu'il y a de plus, tout ce qu'il y a de plus panoramique, je dirais. Donc c'est très bien quand on choisit un van avec bien vitré comme il faut. C'est encore un meilleur moyen, disons, de découvrir le pays et ses panoramas. On voit que la nature a été façonnée aussi par les infrastructures liées aux voitures. Les routes sont extrêmement bien entretenues, elles sont partie intégrante de certains paysages ici. Et je pense que ça, on le sait avant même de mettre les pieds dans le pays. Ce qui est génial en van, ça m'avait fait la même chose quand j'étais en Écosse avec la petite Clio 1. C'est-à-dire que les trajets en eux-mêmes participe à la découverte des paysages. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin d'arriver au point B. Quand on est au point A, on n'a pas besoin d'arriver au point B pour découvrir un nouveau paysage. Toute la route, vraiment, c'est une découverte. C'est un peu comme si on avait un écran de télé et qu'on découvrait des choses en permanence. Parce que les routes sont hyper belles. La Nouvelle-Zélande est un pays super propre, hyper bien entretenu. Généralement, il n'y a qu'une route. Donc c'est assez champêtre en plus. Ça ne fait pas grosse autoroute. 4 voies, voilà. Et on est tout seul sur la route, on est seul au monde et on a des montagnes, un lac. C'est vraiment très très beau. D'ailleurs, parmi les plus belles photos qu'on ait prises en Nouvelle-Zélande ou le plus beau paysage, généralement c'était des paysages où il y avait des routes. Donc ça pose pas du tout de problème d'être avec son van, au contraire, c'est vraiment parfait. Je pense que le van est le moyen de transport idéal en Nouvelle-Zélande, dans la mesure où le pays a désormais été façonné pour qu'on le découvre de cette manière. Finalement, le découvrir simplement en autostop ou en vélo, eh bien, c'est la difficulté et ça devient de plus en plus une difficulté. Vous n'aurez pas de piste cyclable, vous n'aurez pas vraiment de trottoir. Donc on est poussé, la société néo-zélandaise te pousse à aller dans un van, dans une voiture. Et malheureusement, il est difficile de lutter contre cela. Je pense que c'est un pays qu'on peut pleinement découvrir en étant en voiture, en espérant qu'elles seront de plus en plus écolos. Au niveau de l'organisation de son temps, je pense aussi que il y a finalement une sorte de désavantage aussi à voyager en van parfois. Enfin, en tout cas pour ceux qui auraient envie d'avoir une impression de voyage beaucoup plus longue, c'est que on arrive beaucoup plus rapidement que finalement à un endroit qu'on aurait pu l'espérer. On va visiter un endroit, voir des paysages, voir la nature, passer beaucoup plus rapidement sur ces paysages recherchés, sur ce spot recherché, sur cette montagne, cette grotte, cette rivière, parce que ça a été facile de venir, donc ça va être encore plus facile de repartir. Et donc, dans une certaine manière, le voyage en van peut entraîner une sorte de boulimie de paysages et une boulimie du nombre de paysages vus dans une même journée. Et ce qui fait qu'en fait, ce qu'on pensait faire en une semaine, en termes d'organisation, on le fait en 3 jours. Et on se retrouve à rester à un endroit pour ralentir le rythme, parce qu'on a été un petit peu trop vite en besogne. It's easy to go it's faster maybe, not easy.
it's more faster to go from a place to place. There's places it's not easy because you need to go by foot, but it's faster to go from a place to a place, and then you see. And I don't know, I don't think it's the advantage to see the landscape with a van. I see if you want more landscape, it's easier with a bicycle maybe. So it'll be more to see all the time landscape, because you travel all the time when you bicycle. When you ride on a bicycle, you're all the time in the landscape, and you go to places. You ride not in the road like everyone. You ride in a different places most of the time, and the places that the van can't go there because it's too big. Compared to, yeah, like traveling in a vehicle, I don't think it compares, because like, as I mentioned, you feel the wind, you feel the sun, you're fully aware of everything. You're hearing the little river that's flowing behind you. You're hearing the birds, the insects in the trees. Whereas when you're even on a motorbike, you're not hearing these things. You're missing out completely. So yeah, the senses, there's so much going on through smell, sound, sight, that you just drive past. And you drive past here, you wouldn't hear this little creek running behind us. You'd miss it. Yeah, but I think about travelling other ways. If I'm physically able to ride, I will ride. I think I just get so much from it. And I love just getting from A to B under my own power, whether it be on a bike, hiking. It just gives you that sense. You get the reward. You earn every view, every vista you get. And just what you experience through the sound, the smells, comes back to that again, which you just drive past. And I know travelling in other places, I felt sorry for people who were on buses, because they were just going past so many of the beautiful spots and not even aware of what they're going past. And I think you've missed it. Where on a bike, you get to experience these little places along the way. And if you see something nice, you stop, you enjoy it. Whereas if you're on a bus or a van, quite often you're going too quick and you go, oh, can't be bothered turning around, I'll just keep going. And yeah, you miss out a lot that way, I think. Je pense des voyageurs qui ont voyagé en vélo, et bah, qui sont vachement courageux parce que la Nouvelle-Zélande, ça monte et ça descend pas mal. Moi, je l'aurais pas tenté, mais ouais, ça doit être génial de se déplacer aussi par ses propres moyens, et ce côté voyage propre entre guillemets, parce que tu n'utilises pas d'essence. Ouais, vraiment, je pense que c'est quelque chose qui m'aurait plu de tester, mais je dis chapeau à ceux qui l'ont fait, vraiment. Par rapport à la découverte des paysages, c'est vrai qu'en vélo, j'ai pratiqué le vélo il y a 3 jours, j'ai fait 90 km. Alors c'est vrai qu'on se sent vraiment en pleine nature, c'est vraiment extrêmement intéressant. Le seul élément, c'est que au bout de 50, 60, 70 km, 80 km, 90 km, on pense plus à ses jambes qu'à regarder le paysage. Peut-être un problème d'entraînement, mais c'est vrai que quand on transpire, quand on a le gros backpack, quand on a une grosse côte, alors c'est vrai que quand on arrive en haut, c'est absolument splendide, et d'autant plus qu'on aura fourni un très gros effort. Il n'empêche que parfois on peut omettre un petit peu le paysage. I haven't spent a lot of time hitchhiking, so I can't really compare. But for me, it was just something I wanted to try. And once I had started to cycle, I loved it. I thought it was just a beautiful way to get around, and just, yeah, where you can, it's nice to get there under your own power as well. To know when you climb to the top of a hill, you deserve that view. And yeah, when you've worked hard to get it, you enjoy it. So I think because of that, you're exposed to the elements. So yes, you have your horrible days, but when the going's good, I think you appreciate it that little bit more, because you've been through those bad days where you're out in the rain and you're cold and you're wet. So you enjoy the better times a little bit more, I believe. Les backpackers cyclistes, disons que je les envie, et à la fois je ne pourrais absolument pas faire ce qu'ils font. Je les envie parce qu'ils incarnent le mode de transport le plus naturel ou le plus, disons, proche de la nature, à savoir ils n'utilisent que la force de leurs jambes.
Je pense que les cyclistes et les autostoppeurs ont un vrai courage et une vraie chance aussi, dans un sens, de pouvoir découvrir le pays de la manière dont ils le font. Après, ils doivent être probablement beaucoup plus isolés aussi par moment, parce qu'ils n'ont pas cette facilité qui leur permettrait de décupler du coup leur force de frappe, entre guillemets, d'un point de vue découverte des paysages. Et de ce point de vue-là, je ne peux pas trop les envier vis-à-vis d'un mode de transport assez finalement confortable qu'est le van. Découverte panoramique des paysages. Immersion plus profonde dans la nature, en se déplaçant de ses propres forces pour une stimulation du plaisir des sens. Le voyage n'est pas quelque chose d'uniforme. Et il ne se définit pas uniquement qu'à travers cette découverte des paysages. Au-delà de cette relation entretenue avec Mère Nature, le choix de sa mobilité suppose un rapport particulier que l'on souhaite entretenir avec l'homme, les rencontres, les habitants et plus généralement une partie de la culture du pays, quelque chose de plus humain. Il y a une espèce de communauté en fait avec les vannes. Et ce qui est bien, c'est que on voit un peu, c'est comme des mini-familles. Chaque van a sa mini-famille, donc soit un couple, soit une personne seule, soit des amis qui voyagent ensemble. Ils reproduisent un peu un microcosme en fait, c'est un peu leur maison. Donc ils ont leurs habitudes, leur cuisine, chacun prend sa place. Il y en a un qui joue de la musique, il y a l'autre qui joue aux cartes, l'autre qui prépare la bouffe du soir. Donc c'est assez sympa à regarder même, il y a une ambiance dans les campings je trouve. Ça, c'est le côté positif. Et le côté un peu négatif par rapport au camping, c'est que comme chacun a sa maison dans son van, en fait, on reste beaucoup dans nos vannes et on ne va pas forcément parler aux autres. Contrairement au camping, par exemple, quand on dort dans des campings, on va peut-être aller dans les pièces communes. Quand on a une tente, on a moins envie de passer la soirée dans sa tente, par exemple. Je pense à ceux qui sont à pied ou ceux qui sont à vélo. Donc, on va peut-être plus aller vers les autres. If you go by bike, it's also you don't really meet a lot of people. Because there's not a lot of people that do bikes, and a lot of the times you stay in places that there's no people. But when you hitchhike, I think it's easy to find people because you just hitchhike, whoever stops, you go, you talk with them, maybe you have a good connection and you go travel with him a little bit, maybe not. And by van, most of the time you just drive from place to place. So when you drive in, you don't see people and you're alone. And then you get to the campsite in 6 in the evening, 7 in the evening, you cook yourself your meal, and then that's it. It's hard to find people. All the people are the same, cooking for themselves, sitting for themselves, and that's the difference. Through cycling, I think the aspect that I love the most is probably the people you meet. And yeah, I think you do meet a lot of people through the cycling and travelling around New Zealand, around the world on a bike, and I love that aspect of it. Like, yes, you see some amazing scenery, you get to learn about different cultures, different ways of life, but I've always found it's the people that make the journey so memorable. So yeah, and when you're on the bike, you'll see other people coming the other way, and you stop, you have a chat, and you learn a little bit about their lives, what they've been up to. And I think that's the beauty of it, is you're exposed to meeting new people, and you make the effort, particularly when you travel solo. Is you see other people, you make time to have a chat and see where they've been, how their life is. It's the people that put the smile on your face at the end of the day, more than anything else. Tout mon voyage a été basé quasiment que sur les rencontres. Par exemple, je me suis amusée à calculer combien de kilomètres j'avais fait en stop. Donc j'ai fait 5000 km en stop dans l'île du Sud par exemple. Et j'ai calculé, j'ai fait en 3 mois 50 nuits hébergées par des locaux. Et en fait c'est juste énorme. Et juste parce que j'ai rencontré quelqu'un qui m'a filé le contact de quelqu'un, qui m'a filé le contact de quelqu'un. Plus des gens des fois qui étaient là et qui ont eu pitié de moi entre guillemets, qui m'ont dit mais non, viens dormir à la maison. Mine de rien, le fait de faire du stop, c'est de demander de l'aide aux gens. Et ça, des fois t'as ce côté un peu mal à l'aise de demander la charité aux gens parce que tu payes pas le trajet, eux ils le payent. Ouais, tu demandes l'aide et puis les gens qui ont envie de t'aider, ils t'aident quoi. Et ça c'est vraiment quelque chose que j'ai adoré dans le stop. Et
ouais, du coup de rencontrer des gens, et j'ai fait des rencontres assez phénoménales. Des fois, il y a des journées complètement improvisées sur le fait du stop. If you're hitchhiking, you're speaking to that one person in that truck all day. But on the bike, you're meeting people all along the road. So, yeah, I think you're just exposed, not just to the elements, but to meeting people as well by travelling on a bike. You'd probably meet more people walking, yeah, if you're just walking around, because then you're even slower. So people are more willing to say hello, you're more willing to stop and talk as well. Yeah, so I found that with I met a French guy who was walking from France to New Caledonia. And yeah, it took him ages, not just because of the speed, but all the conversations he's having along the way. So beyond walking, I think cycling, you do meet a lot of people, and you make the effort, because it's great to meet the people along the way. Yeah, when I think of my biggest highlights, yes, you see some unbelievable scenery where you just sit there and you're speechless, and you thank yourself for making the decision to do this. When you see all these incredible landscapes that are just blow your mind, and quite often you have expectations for certain places, but when you get there in reality, it leaves you speechless. But people are what make the trip for me, more than anything else. Just through the kindness, I'd say the kindness I've received throughout my travels, it's just opened my eyes to another way of looking at a fellow traveller, another human being. Que retenir alors de cette réflexion autour de l'impact du choix de sa mobilité dans la découverte des paysages néo-zélandais? Peut-être tout simplement qu'il n'y a pas de profil idéal meilleur qu'un autre. Que les choix que l'on va faire sont intimement liés à chaque individu, ce que l'on recherche, ses capacités, ses attentes et aspirations. Everyone will find things that are good for them. Yeah, so for me, cycling, but if other people want to travel by van, great. Yeah, travel by van. If that's what you want to do, people who walk, yeah, love it, go for it. And yeah, I think people have just got to find what's right for them, not worry about what other people are doing. Même si le van semble se détacher des autres mobilités dans la facilité, la proposition d'un équilibre plus qu'intéressant dans l'association liberté-confort face à cette exploration des paysages. Il instaure néanmoins une relation particulière avec la nature. Une certaine distance dans l'immersion plus présente du côté du vélo, qui privilégie le plaisir des sens et de l'échange. L'autostop offre lui ce partage de lieux d'expérience à travers les rencontres, les individus sur lesquels il doit s'appuyer. Le tout avec cette imprévisibilité de l'instant venant pimenter le voyage. La clé pourrait éventuellement être de s'ouvrir à différentes possibilités. Se donner alors les moyens d'essayer différentes formes de voyage. Vivre des expériences multiples pour s'enrichir personnellement. If you think it's too difficult or whatever to walk, or you're just worried about safety, then maybe travelling by van is easier. But as your confidence grows and you might want to try cycling or walking, you'll get more from the experience. But I'm not going to judge people who travel in different ways, as long as they look after the place. It's always a concern where, like, any sort of traveller can leave rubbish under a tree or toilet paper behind a tree, regardless of how they travel. Yeah, if you travel the right way, look after the country, yeah, I think you've just got to find what's right for yourself. Néanmoins, certaines de ces mobilités laissent entrevoir autre chose, un aspect plus humain, permettant d'assimiler un pays au-delà de ses caractéristiques naturelles. Cela fait également partie intégrante de la richesse du voyage dans un pays inconnu. L'échange et le partage avec les locaux pour une imprégnation authentique de l'ensemble de la culture. Ces dernières années, l'expansion du phénomène des backpackers a vu se développer en parallèle des réseaux d'échanges mondiaux, tels que Woofing, Helpix ou encore Walkaway. Autant de plateformes visant à mettre en relation des voyageurs prêts à donner un coup de main à des hôtes qui ont besoin d'aide pour leurs projets ou leurs activités. Les volontaires doivent alors aider leurs hôtes, en travaillant bénévolement pour une durée par jour convenue à l'avance, en échange du gîte et du couvert. Ces services d'hébergement sont des exemples de consommation collaborative, qui élèvent le simple voyage au rang de véritable expérience humaine dans le plaisir du partage.
le van, le vélo, l'autostop, la nature, le partage humain. Ce sont tous ces éléments qui font du voyage une expérience de vie unique. Une multitude de choix pour un accomplissement personnel en se reconnectant à l'essentiel. Cette nature qui nous environne dans sa simplicité, tout en rapprochant les individus entre eux, loin de tout esprit matériel extérieur. À travers ce partage de leur expérience, c'est une invitation au voyage que vous ont délivré ces individus. Une incitation de départ vers l'inconnu, ici, en Nouvelle-Zélande, dans cette nature sauvage quasi vierge, comme ailleurs dans le monde. Se donner la chance de vivre ces expériences, pour les bons comme les mauvais moments. Mais surtout, cette certitude d'en ressortir, quoi qu'il arrive, grandi.